Jeudi 28 janvier 2020, Jean du matin, bienvenue à notre petit coin à nous. Je vous souhaite un doux réveil, quelle que soit la position, sur le canapé, la table à manger ou peut-être même sous la couette, c'est demi pour suivre Matin Bonheur. Bienvenue à tous, maintenant la couleur du temps. Bonjour mesdames et messieurs. Les vents secs et poussiéreux souffleront sur les régions nord, centre et est, où ils favoriseront un temps relativement froid avec une réduction de la visibilité par la brume sèche. À l'ouest, le sud forestier et le littoral observeront en début de matinée du brouillard ou de la brume humide qui se dissipera par la suite pour laisser un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Côté température, nous aurons 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 21 degrés à Bondoukou et Boaké, 22 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 18 à Korobo, 15 degrés la minimale Riaman, à Oudine, 24 à San Pedro et Sassandra, 23 degrés à Tabou et enfin 22 degrés à Yamsoko. L'instabilité se développera progressivement sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest pour donner en milieu ou en fin de période des masses nuageuses denses avec possibilité d'orages isolés accompagnés localement de pluie. Le nord, le centre et l'est seront sous l'influence des vents secs de l'harmattan avec une réduction de la visibilité par l'occurrence de brumes sèches. Au cours de l'après-midi, les températures afficheront 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, 35 à Boaké, 34 à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 à Gagnoa, 36 à Korogo, 34 degrés à Man, 35 degrés à Oudine, 32 à San Pedro, 31 degrés à Sassandra et Tabou et enfin 35 degrés à Yamsoko. Et voilà, c'est tout pour ce bulletin météo. Au cours de la matinée, nous aurons la présence de brumes sèches qui pourraient réduire la visibilité au nord, au centre et à l'est. Agréable journée à toutes et à tous. Bonjour à tous. Les routes au port autonome d'Abidjan seront renforcées. 4,3 km de routes réhabilitées donc. Les travaux vont durer 13 mois. Les acteurs se sont donc rencontrés pour en parler. Serge Collier. Le port autonome d'Abidjan a mal à son réseau routier. Les voies d'accès aux installations logistiques, la circulation entre les unités industrielles constituent un véritable parcours du combattant. En témoignent ces routes boueuses et tortueuses. Ce décor sera bientôt un mauvais souvenir pour les usagers. Les travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures vont rentrer dans leur phase active. Avant le démarrage des travaux, il est question d'informer et de consulter les acteurs locaux. Les travaux qu'on va réaliser vont entraîner des perturbations au niveau des activités et on souhaite que vraiment ces acteurs-là puissent prendre leur mal en patience parce qu'à la fin, on pourra leur donner vraiment un peu plus de confort dans la circulation. Et je voudrais quand même surtout demander au port autonome d'Abidjan qui gère toute cette zone de vraiment nous assister pour mieux organiser surtout la circulation et le stationnement des camions dans la zone parce que si la circulation n'est pas bien réglée, c'est certain que ça va beaucoup perturber les travaux. 13 mois pour redonner fière allure à 3 itinéraires. Au total, 4,3 km à remettre en état. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du PACOGA, le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan. Coût de l'opération, plus de 2 milliards de francs CFA. Le projet d'intégration port-ville du Grand Abidjan est une initiative du gouvernement ivoirien avec l'appui de la Banque mondiale.
Des véhicules et appareils qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui accompagne ainsi l'action gouvernementale. Salima Touzia. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé qui vient en appui à la riposte décentralisée contre la Covid-19. 9 véhicules de type 4x4 et des équipements de réanimation d'une valeur d'environ 205 617 000 francs CFA. Le fruit d'une coopération avec la Banque mondiale face à la pandémie. En appui aux efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19, l'OMS poursuit la mobilisation des ressources auprès des partenaires de la santé. C'est dans cette optique et avec un financement de la Banque mondiale, acquis grâce à votre plaidoyer, Monsieur le ministre, que l'OMS apporte un appui depuis bientôt 3 mois à 100 districts sanitaires dans tous les domaines de la réponse sanitaire à la Covid-19 pour leur permettre de délivrer des interventions efficaces et aussi de bâtir la résilience nécessaire pour faire face aux défis futurs. Les équipes de terrain des 8 pôles régionaux de prise en charge de la Covid-19 voient ainsi leur capacité logistique et opérationnelle renforcée face à la maladie qui continue de sévir, rappelle le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour vous assurer de toute l'abnégation du corps médical qui, parfaitement conscient de la gravité de la situation de la Covid-19, continue de se mobiliser pour offrir des soins de qualité aux patients. L'objectif du gouvernement est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines. L'OMS prévoit compléter très prochainement ce don par un lot spécial de matériel destiné au CHU de Boaké et au CHR de Mans. Son mode opératoire est horrifiant. Il fracassait la tête de ses victimes. Le présumé tueur en série qui sévissait dans la zone d'Abidjan Sud a été interpellé. À son actif, plus d'une dizaine de personnes tuées. Abou Sanogo. Fin de série pour le présumé tueur en série. Il sévissait dans la commune de Marcouri, où des cas de mort violentes et suspectes ont été enregistrés, et ce, depuis le mois d'octobre 2020. Son mode opératoire consistait à fracasser le crâne de ses victimes à l'aide de briques ou de grosses pierres pendant qu'elles étaient endormies. Et ses cibles étaient des indigents qui squattaient les dessous de ponts, les grands carrefours et autres lieux en plein air pour passer la nuit. Il sévissait entre 2h et 3h du matin. Face à ces nombreux cas de meurtres en série, les fins limiers de la direction de la police criminelle, conduit par le commissaire divisionnaire de police Zagadou Vincent de Paul, directeur de la police criminelle par intérim, ont été mises à contribution. La mutualisation des actions des enquêteurs et des équipes d'intervention de la brigade de recherche et d'intervention a abouti à l'interpellation de ce présumé tueur en série. Un sans domicile fixe, aux environs de 3h du matin, non loin de l'échangeur de Marcouri. Il a reconnu les faits et a avoué avoir fait une dizaine de victimes. Il sera conduit devant le tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau. Je vous donne rendez-vous à 7h pour un nouveau développement de l'actualité. Et avec plaisir, on vous recevra, Régis Kofi. Alors, après cette première dose d'information, pourquoi pas ne pas en mettre une seconde avec Renaud Kobia. Et c'est donc l'heure de la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, on démarre tout de suite avec les législatives prévues pour le 6 mars prochain. La CEI durcit le ton. Tout à fait. Dans un communiqué dont l'expression a reçu copie, la commission électorale indépendante menace de radier des candidats. L'organe en charge des élections, à travers cette mise en garde, invite les candidats au scrutin du 6 mars à mettre fin aux propagandes électorales dans certaines localités du pays et sur les réseaux sociaux qu'elle qualifie de campagne avant l'heure. À travers cette note, la CEI a aussi rappelé que la campagne électorale des législatives démarre le 26 février et se referme le 4 mars 2021. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Décrispation de la situation sociopolitique. 5 proches de Soro Guillaume libérés hier. Tout à fait. 5 militantes de Génération et Peuple Solidaire, le mouvement présidé par l'ex-président de l'Assemblée nationale, ont été libérés hier sans condition après plus de 5 mois de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, selon une note d'information de GPS dont le matin a reçu copie. La libération de ces 5 militantes, toujours selon cette note, est un bon signe de
est un bon signe pour la cohésion nationale. Et toujours sur le même sujet, maintes fois annoncé, le retour de certains partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo n'est toujours pas effectif. C'est ce que nous dit l'Inter dans son numéro de ce jour en révélant les raisons qui, selon lui, font que ce retour en terre ivoirienne des partisans de l'ex-président ivoirien coince jusqu'à présent. Pour résoudre cette situation, le confrère révèle ce qui est envisagé et décline l'identité de la personne qui est à la manœuvre pour faciliter le retour de ses compatriotes qui sont hors de la Côte d'Ivoire depuis la crise post-électorale de 2010. Et une arrivée en terre d'Eburnie, c'est celle de Maurice Kakou Gikahui. Le secrétaire exécutif en chef du parti, du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui avait été transféré en France pour des soins, est rentré hier à Abidjan selon le Nouveau Réveil. Placé en détention depuis novembre 2020, Maurice Kakou Gikahui a été libéré récemment et mis sous contrôle judiciaire. À en croire le confrère, le retour du numéro 2 du PDCI va permettre de remobiliser les troupes du parti pour ces législatives pour lesquelles, il faut le noter, il est lui-même candidat dans la circonscription de Gagnoa. Et la date approche à grands pas. Basculement de la numérotation téléphonique en Côte d'Ivoire, c'est dans 2 jours seulement. Oui, et pour cette opération de passage de 8 à 10 chiffres qui va se faire dans la nuit du 30 au 31 janvier 2021, les opérateurs téléphoniques qui opèrent sur le territoire national disent être prêts. Ils ont donné cette assurance au ministre de l'économie numérique de la Poste, Mamadou Sanogo, hier au cours d'une rencontre. Et à cette occasion, M. Bilé Demleou, le DG de la TCI, a donné à nouveau des précisions sur le mode opératoire pour faire migrer son numéro de 8 à 10 chiffres. Plus de précisions dans l'intelligent d'Abidjan. Un mot de santé avec la star tristement célèbre, Covid-19. Le test donc pour les voyageurs est un imprimeur arrêté pour délivrance de faux reçus de paiement en ligne. C'est l'information que révèle Soir Info. Selon le confrère, cet individu dont le cybercafé se trouve à côté du centre de dépistage de la commune de Port-Boué a profité de cette proximité pour délivrer de faux documents à plusieurs voyageurs contre la somme de 50 000 francs CFA. Et après la découverte du poteau rose, il a été interpellé par les services de police et il va répondre de ses actes. Franchement, c'est déplorable. Et on l'a appris, cette nouvelle hier, le décès de M. Guy-Alain Gauze. Oui, l'ancien ministre ivoirien s'est éteint à l'âge de 68 ans de suite d'une longue maladie selon son entourage qui est cité par le Patriote. Ministre des Matières Premières en 1993 sous la présidence de Feu Félix Houphouët-Boigny, puis sous celle d'Henri Konan Bédié en 1998 où il a géré le portefeuille du commerce extérieur. Ce grand serviteur de l'État a eu pour dernier poste officiel celui de représentant de l'État ivoirien auprès de l'Organisation mondiale du commerce et c'était de 2006 à 2012. Et Dieu est son âme. Merci à vous, Renaud. On se reverra demain pour le final de cette semaine. Alors, nous, on a envie de vous faire un peu courir, quoique aujourd'hui, on va se focaliser sur les mamans. Elles ne vont pas trop courir, parce que, bon, quand elles portent en leur sein de la progéniture, il faut y aller tout doucement et les aider. Justement, notre coach aujourd'hui a décidé de faire des étirements pour faciliter l'accouchement. Merci à vous, coach Jocelyn, pour ce clin d'œil à nos mamans, aux futures mamans, pour ces étirements qui assurément les aideront à pouvoir mettre au monde leur beau bébé facilement, quoique ce n'est pas une tâche aussi aisée. Et elle nous le dira dans quelques instants, car elle est aussi une maman et cela rentre dans le cadre de notre surprise depuis le démarrage de cette saison 5. On ne nous a pas encore livré tous les secrets de cette émission. Aujourd'hui, on parlera de tuto malin. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des astuces qu'on a pour vous dans divers domaines pour vous aiguillonner à pouvoir avoir un bel intérieur, à pouvoir décliner les couleurs selon l'acromie, bien sûr, des couleurs pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Matin Bonheur, c'est un patchwork, mais un patchwork utile. On reçoit dans quelques instants, et sinon maintenant, Madame Koulibaly Amibara Vanessa. Elle est responsable d'une agence Event. Avec elle, on parlera de l'art de la table pour un dîner familial. Jingle. Bonjour Mme Koulibaly. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on a ce sujet-là qui est très important, l'art de la table pour un dîner familial. Bon, c'est 2 entités. Qu'est-ce que c'est déjà l'art de la table? L'art de la table, c'est le fait de savoir bien dresser une table afin de recevoir des convives. Très bien. Savoir comment poser les verres, les couteaux, le set de table,
quelle vaisselle utiliser en fonction du menu. C'est un peu ça l'art de la table. Ah, tout à fait. En tout cas, c'est une discipline qui est très méticuleuse. Il faut en avoir connaissance des usages. Et vous, vous êtes experte en la matière. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une belle table qui est dressée. On ne va pas rester loin d'elle. Pourquoi pas se rapprocher et puis, avec nos téléspectateurs, décliner tous les éléments qui y figurent. Je vous accompagne avec grand plaisir. On va sortir de ce décor-là et puis se rapprocher de la table là-bas pour étayer nos propos. Alors, aujourd'hui, on a un thème bien particulier. Oui. Qu'est-il? C'est le thème champêtre. D'accord, le thème champêtre qui a comme élément principal quoi, ou les éléments principaux? Bon, on a utilisé des épis de blé pour rappeler un peu le thème champêtre. D'accord. On utilise le blé généralement au champ. Ici, on pourrait assimiler ça avec les épis de maïs. D'accord. Ici, qu'on peut trouver facilement. Ici, nous avons des sets de table. On peut les soulever, hein. Bien sûr. C'est typique. Oui. Des sets de table dans ce style-là. D'accord. Voilà, on a utilisé pour les ronds de serviettes des toiles de jute avec un peu de dentelle pour faire un peu plus classe. Oui. Voilà. Et on a aussi emmené des photophores avec des bougies à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle des photophores. On a des bougeoirs en bois. Oui. On part un peu sur du bois. On a une vaisselle type, ça c'est par exemple pour un dîner. Parce qu'on n'a pas d'assiette creuse à proprement dit. On peut déjà utiliser ces trois éléments. L'assiette plate. Qui sert à? L'assiette plate qui est pour généralement les plats sans sauce. Voilà, ou des sauces écrémées. Les assiettes creuses. Oui. On en a aussi souvent en bol pour les sauces. Un peu plus volumineuse. Volumineuse. Les sauces en bouteillage, comme on le dit. En contenance. Voilà, crabe et autres. Et l'assiette à dessert. D'accord. D'accord. À côté de cela, nous avons la fourchette, plutôt, qui est à notre gauche, qui sert à maintenir les éléments comme la viande. C'est plus approprié. Le couteau et la cuillère à droite. Ça facilite. C'est plus habile. Et la cuillère à dessert tout juste en haut, car après avoir débarrassé, c'est le dernier élément qu'on a. Voilà un peu tout ce qui rentre dans la composition de cette table. D'accord. Voilà. On va peut-être se mettre de l'autre côté. D'accord. Ici, parce qu'on a vraiment une table dressée pour 4. C'est nous les membres de la famille. C'est une table de 6, mais on a... On pourrait l'aménager pour 6 personnes. 6 personnes, mais Covid oblige, ah oui, distanciation. Il faut respecter les mesures donc, il faut respecter de distanciation. Exactement. Là, je suis vraiment à table. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas de repas en tant que tel, mais on va essayer de simuler comment se tenir justement à table quand on y est. On a vraiment toute la disposition ici des éléments. On commence à partir de quoi? Déjà, on va commencer par l'assiette. Ça va dépendre du menu. D'abord, on a cette assiette qu'on peut utiliser pour l'assiette dessert, souvent qui est utilisée ici pour les entrées. Des toutes petites assiettes. D'accord. Après, on a le plat de résistance, mais cette assiette pour revenir pour le dessert. D'accord. Côté pratique, on a la serviette au milieu de la table. Comment on la sort de l'assiette? D'accord. On procède par ce geste-là. On la sort dans son petit étui fait en toile de jute. Hein. C'est le même matériau qu'on utilise pour les sacs de cacao. Exactement. On a tissé là-dessus une belle dentelle. Pour faire... On peut le faire maison. Maison, ça a été fait maison. D'accord. Ça a été fait maison avec un pistolet à colle. Paf, on crée quelque chose de... Et on déplie. On déplie. OK. On pose. On pose, d'accord. Regardez bien, hein, parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on soit au restaurant et puis gêné de voir certaines petites choses qui ne sont pas très, très catholiques. OK, voilà. Après ça, on a la fourchette et on a le couteau. Donc, fourchette et couteau, chacun dans une main. Voilà, la main gauche. La main gauche pour maintenir. La main droite. L'habileté de la main droite pour servir à mieux couper. Très bien. Voilà. On procède comme ça. Et lors du repas, on garde la même disposition pour les 3 assiettes? Pas forcément. Ça va dépendre du menu, comme j'ai dit. Ça, c'est pour faire joli, c'est pour faire bien dressé, mais ça peut partir. D'accord. Ça commence par là, jusqu'à arriver à l'assiette à dessert. D'accord. Donc, l'assiette à dessert est la plus haute en termes de positionnement. Exactement. Après, on a la plus petite, l'assiette plate, et l'assiette creuse et l'assiette plate. D'accord.
Alors, on a des dispositions également de verre. De verre, Comment là, il est décrypté? le plus gros, c'est le verre à eau. Celui-là? Oui, il peut être, ça c'est le verre à eau, il est à pied, il peut être sans pied. On a le verre à vin. Généralement, il y a 2 verres à vin. Il y a le verre à vin blanc et le verre à vin rouge. Mais comme en Côte d'Ivoire, on n'est pas des experts en vin, généralement, c'est comme ça que les tables sont dressées. D'accord. Et là, on a la flûte à champagne qui est plus effilée pour le champagne ou le vin mousseux. Alors, on a eu une manière de tenir, hein, c'est très important, parce que des fois, on a tendance à voir ça, on a tendance à avoir ça. Quelle est la bonne manière pour tenir Voilà la bonne manière. son verre? Dès qu'on a un verre à pied, voilà. On le tient ici sur la queue. Voilà, sur la queue. D'accord. Fait pour. C'est là qu'on tient, très bien. Et pourquoi forcément ici, à droite? À droite, comme je dis toujours, c'est plus habile. Et si quelqu'un est gaucher? Là, j'ai pas encore il devra effectuer la diagonale. D'accord, d'accord. Voilà. Là, on a de beaux matériaux. Hein. Oui. Et tout a été fait ici, c'est local. C'est local. Vous trouverez des prestataires chez qui vous pourrez louer les couverts dorés, et tout ce qui est verre, photophore, on les retrouve. Tout a été retrouvé ici en Côte d'Ivoire. Tout. D'accord, d'accord. Donc, nous, on va retourner sur la table et puis essayer de comprendre, quand on est lors d'un dîner comme ça, familial, comment discuter, parce que là, vous avez parlé des mesures barrières qu'on est obligé de respecter. Aujourd'hui, c'est quoi les tendances par rapport au dîner qu'on organise? D'autant plus que maintenant, on essaie, autant que faire se peut, de réduire les rassemblements. D'abord, généralement, à la porte, déjà, on trouve déjà le gel. Les masques sont presque partout. Voilà, il faut se protéger. C'est très important parce que c'est généralement dans les soirées, dans les regroupements que le virus il passe rapidement. Donc, généralement, on met déjà une distance de 1 mètre. Respecter la distance entre les invités, c'est très important. Voilà, et on a des petits gels en déco qu'on dépose devant chaque invité. C'est prévu pour les mariages. On a le cache-nez, c'est vrai que pour manger, c'est un peu délicat. Mais quand même, ce sont tous ces éléments-là qui font partie de la protection au Covid. Donc, voilà. Comme quoi, l'événementiel aussi s'adapte à la situation. Et il faut juste continuer à le faire en respectant les mesures barrières. On a bien vu qu'une table disposée initialement en 6 peut être faite en 4. Et on peut se retrouver. Merci infiniment pour cette belle proposition. On espère que nos téléspectateurs ont pris bonne note. Merci à vous. On vous retrouvera, c'est sûr, très prochainement encore pour d'autres idées. Là, c'était un dîner en famille. On pourrait avoir des déjeuners, des petits goûters d'enfants comme ça. C'est des idées ici qu'on va partager ici avec nos téléspectateurs. Merci infiniment pour votre passage sur le plateau. Nous, on va marquer la petite pause pour l'appel WhatsApp du jour. Coucou, matin bonheur, bonjour à vous là-bas. Moi, je me présente, je me nomme Esther Chenin. Moi, chaque matin, quand je me réveille, je dis merci à Dieu, puis après, je pars me laver. Après la douche, je prends mon petit déj et là, je pars au boulot. Voilà. Ben oui, c'est une belle famille hein, et tous les membres de cette équipe concourent à la réussite de cette émission. Et donc, nos chers téléspectateurs, vous en faites partie. Vous avez le nom de famille, Matin Bonheur, et vos prénoms juste à côté. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Le président de la transition malienne, Bandao, a déjeuné hier à l'Élysée avec le président français Emmanuel Macron. Après le Tchadien Idriss Déby la semaine dernière, cette visite est organisée avec en toile de fond le prochain sommet du G5 Sahel dans 3 semaines, à savoir les 15 et 16 février prochains à N'Djamena, au Tchad. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a voté hier à une écrasante majorité une motion de censure contre le Premier ministre proche de l'ex-président Joseph Kabila, consacrant une victoire politique de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi.
Pour les députés qui défendaient cette motion, le gouvernement du pro-Kabila, Sylvestre Ilunga, était incompétent. Il n'avait pas tenu ses promesses, par exemple, dans le secteur de la sécurité. En Tunisie, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés mardi devant le siège du Parlement à Tunis, où les députés ont validé un large remaniement du gouvernement pour dénoncer la répression par la police du mouvement de contestation sociale qui a débuté dans le pays à la mi-janvier. Une vaste étude clinique québécoise sur la colchicine, un anti-inflammatoire connu, révèle que le médicament réduirait les risques de complications et de mortalité liées au Covid-19. Ce médicament est très efficace selon cette étude. On parle de réduction de plus de 20% des hospitalisations. Dans de nombreux pays, on apprend qu'il y a un nouveau variant du virus de Covid-19 ou alors que le virus a muté. Comment? Quelles sont les implications? Élément de réponse dans ce sujet de l'agence France Presse. Un virus mute lorsqu'il y a une modification de son génome, c'est-à-dire l'ensemble des informations dont il a besoin pour fonctionner. La mutation a lieu lorsque le virus se reproduit à l'intérieur d'un hôte, le corps humain par exemple. Pendant la réplication, le génome est copié. Il arrive que le processus de copie subisse une erreur qui impacte la capacité du virus à survivre ou à continuer à se répliquer. Tous les virus subissent une forme ou une autre de mutation. Certains virus, comme ceux de la grippe ou de la rougeole, mutent plus vite que d'autres, mais la plupart des mutations n'ont aucun impact sur les propriétés du virus. La mutation peut affaiblir un virus ou entraîner des changements qui favorisent la propagation de l'infection. Par exemple, si les protéines à la surface du virus mutent de manière à tromper ou à contrer le système immunitaire, un virus peut devenir très dangereux. Les scientifiques ont identifié de multiples mutations du SARS-CoV-2, le virus qui provoque le Covid-19, depuis son apparition en Chine fin 2019. Voilà qui est un peu plus clair dans les esprits. Le Festival de Cannes, plus important festival de cinéma au monde qui se tient traditionnellement en mai, a été reporté au mois de juillet en raison de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'ont fait savoir hier les organisateurs. Ainsi, prévu initialement du 11 au 22 mai 2021, le festival aura lieu le mardi 6 jusqu'au samedi 17 juillet 2021, selon un communiqué. Handball pour terminer, le Danemark, champion olympique et du monde en titre, s'est qualifié hier au bout du suspense. 39-38 pour les demi-finales du mondial en venant à bout des hôtes égyptiens au terme d'une séance de jet à 7 mètres. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée. Alix pour la suite. Merci Régis, on se revoit lundi avec grand bonheur. D'ici là, passez une agréable fin de semaine. Nous, on poursuit notre émission avec ces points focaux que sont la bonne assiette et la santé. Dans quelques instants, on reçoit illico, le docteur Yves Blanchard-Envaux. Dans le cas de la bonne assiette, aujourd'hui, on passera sous le grill ou sous la vapeur. Il nous dira la bonne teneur, les légumes. Bonjour docteur. Bonjour Alice. Bienvenue. Alors aujourd'hui on parle de cuisson en tant que telle et des cuissons des légumes. Déjà, quels sont les modes de cuisson pour les aliments, les différents modes de cuisson que l'on a? Il existe de multiples modes de cuisson. Lesquels donc? La cuisson à l'eau, il y a la cuisson à l'étouffée, il y a la cuisson à la vapeur, il y a tellement, selon les régions, voilà. Mais généralement, ce que nous avons, et en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, nous sommes habitués à faire des cuissons à la vapeur ou bien la cuisson à l'eau. D'accord. Voilà, nous utilisons le plus. Alors, on peut décliner ou sinon étayer qu'est-ce que c'est que la cuisson à la vapeur pour nos téléspectateurs? Alors, la cuisson à la vapeur, c'est une technique qui permet de, selon laquelle on utilise l'eau dans un récipient en dessous des éléments que nous voulons faire cuire. Par exemple, nous avons un récipient dans lequel nous avons l'eau, et puis alors nous avons un autre récipient qui contient les légumes au-dessus.
Alors, c'est bien fermé. Et lorsque, avec la température, il y a ébullition, alors c'est la chaleur dégagée par l'eau, la vapeur, qui va faire cuire les éléments que nous voulons faire cuire au-dessus. Donc, durant cette propriété, alors il n'y a pas l'eau, qui entre en contact directement avec les légumes, mais c'est plutôt la chaleur, la vapeur dégagée par l'eau qui fait cuire les aliments que nous avons. Et quant à la cuisson à l'eau, naturellement... La cuisson à l'eau, c'est ce que nous utilisons, nos parents utilisent habituellement, c'est-à-dire que à la cuisson à l'eau, on met dans un récipient les éléments que nous avons, les légumes, et on met de l'eau. Avec la température, alors, c'est l'effet. La température, on assiste à ce qu'on appelle un lessivage, c'est-à-dire que l'eau va traverser les différents éléments, les différents aliments, alors certaines vitamines vont sortir, contrairement à la cuisson à la vapeur. Certains nutriments vont sortir de nos légumes, bien de nos aliments et se retrouver dans le bouillon que nous avons. D'un côté, nous conservons tous nos éléments à l'intérieur des légumes et de l'autre côté, une partie des légumes, des nutriments vont se retrouver dans le jus, bien dans le bouillon, voilà, en dessous. D'accord. Donc là, on comprend bien que soit il y a concentration des éléments au sein des aliments, ou soit il y a diffusion. Il y a diffusion, voilà. D'accord. Et là, c'est pour différentes sortes d'aliments. Là, aujourd'hui, on se focalise sur les légumes. Du coup, quel est le mode de cuisson idéal pour les légumes, selon les repas? Alors, tout dépend de ce que nous recherchons. L'alimentation dépend de plusieurs facteurs. Nous ne mangeons pas un aliment seulement pour conserver les minéraux. Nous mangeons un aliment pour se sentir à l'aise. Nous mangeons un aliment pour faire entrer l'énergie ou bien diminuer l'énergie ou bien augmenter l'énergie. En même temps que nous voulons conserver les minéraux, il y a aussi d'autres avantages que nous voulons aussi conserver. Donc, ça dépend de ce que nous recherchons. Lorsque, par exemple, nous faisons une cuisson, par exemple, à la vapeur, vous voyez un peu, dans tous les cas, du fait qu'il y a effet de la température sur les différents aliments, il y a quelques pertes de certains nutriments. D'abord, les premières vitamines sont perdues, c'est la vitamine C qui est la plus sensible. Après, on a la vitamine A qui peut être perdue jusqu'à 15 à 20%, et les autres éléments, la vitamine B, etc. Donc, tout dépend. Lorsque nous allons faire, par exemple, une cuisson à la vapeur, nous allons perdre certains éléments. Nous allons perdre du fait de la température, mais la perte est moins prononcée que lorsque nous faisons une cuisson à l'eau. Vous voyez? Alors, lorsque nous allons faire une cuisson à l'eau, comme je dis, l'objectif de l'alimentation n'est pas seulement de conserver les minéraux, on assiste aussi à autre élément, à autre objectif. Par exemple, nous disons ceci. Si moi j'aimerais manger un repas, conserver les minéraux et puis faire rentrer moins d'énergie, alors moi je vais préférer une cuisson à l'eau. Une cuisson à l'eau qui fait rentrer moins d'énergie qu'une cuisson à la vapeur. Parce qu'une cuisson à l'eau, comme vous-même vous savez, l'eau ne contient pas d'énergie. L'eau ne contient pas d'énergie. Donc, comment atteindre mon état de satiété sans faire rentrer beaucoup d'énergie à moi? Vous voyez, ça c'est un objectif. Donc, on dit, alors, je vais manger. Je vais me mettre à table, je vais manger. Qu'est-ce que je recherche? Je vais maximiser les minéraux et puis les vitamines. D'un autre côté, je vais maximiser les minéraux et en même temps réduire l'énergie parce que je n'ai pas envie d'être obèse, je n'ai pas envie de faire un diabète. Donc, je vais maximiser ces différents nutriments en mangeant, par exemple, en faisant une cuisson à la vapeur. À la vapeur, je vais conserver tous les minéraux. Mais de l'autre côté, je vais en perdre. La perte au niveau de l'eau est plus importante qu'au niveau de l'autre fait. Mais du fait que j'ai l'intention de faire rentrer moins d'énergie dans mon corps, alors moi, je vais préférer une cuisson à l'eau. Parce que à la cuisson à l'eau, je prends l'aliment avec l'eau et comme l'eau ne contient pas d'énergie, c'est une stratégie pour moi d'être rassasié avec peu d'énergie au niveau de mon organisme parce que j'en dépense moins. Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, finalement, dans l'alimentation. Ce qu'on comprend ici, c'est qu'au-delà du goût, au-delà de l'apport de l'énergie, la cuisson est prédominante. Alors, comment organiser donc ces repas dans la journée et pour pouvoir faire le bon choix de cuisson pour quelqu'un qui travaille selon l'âge, si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est un enfant, pour le matin, le midi et le soir? Quoi privilégier en termes de cuisson et d'aliments? Alors,
Comme je dis, l'alimentation, lorsque nous mangeons, nous visons plusieurs objectifs. Oui, il y a un but. Voilà, et selon le but. Et tout ce que nous recherchons, c'est le bien-être. Donc, il va varier selon notre âge, selon ce que nous recherchons. Voilà. Alors, lorsque nous savons, par exemple, que lors de la cuisson, beaucoup d'aliments, beaucoup d'éléments et nutriments sont perdus, alors, on va, par exemple, privilégier, par exemple, la cuisson à l'eau ou bien à la vapeur à la journée, puis le soir, faire rentrer au maximum d'aliments crus. Parce que, comme j'ai dit tantôt, que lors de la cuisson, nous perdons beaucoup de nutriments. Donc, pour les rattraper le soir, on pourra faire plus d'aliments crus, bien sûr, assaisonnés de vinaigre, pour et récupérer ou bien pour rattraper un peu les pertes que nous avons dû observer durant la cuisson de la journée. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire un régime amaigrissant, ou bien quelqu'un qui est en train de faire un diabète, ou bien quelqu'un qui n'aimerait pas faire un diabète, qui dit par exemple, comme nous autres on dit par exemple qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire cuire. Mais comme Dr Ambo ne veut pas faire un diabète, ou bien par exemple, ne veut pas faire rentrer beaucoup d'énergie en lui parce qu'effectivement, il ne dépense pas beaucoup d'énergie. Je le dis, parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, nous dépensons moins d'énergie. Nous dépensons moins d'énergie que ce que notre corps en a besoin. Donc, si nous dépensons moins d'énergie, trouvons une stratégie alimentaire qui nous permet de faire rentrer moins d'énergie. Comment on établit cette stratégie? Il existe plusieurs cuissons, plusieurs manières de préparer. Alors, la meilleure manière, lorsqu'on donne les régimes, la meilleure manière de faire rentrer moins d'énergie, c'est de faire une cuisson à l'eau. Certes, il y a des pertes, mais les pertes, on peut rattraper les pertes. Vous voyez un peu, lorsqu'on fait, par exemple, lorsqu'on cuisine, on peut dire, par exemple, on commence à mettre, par exemple, les protéines, et au niveau de la marmite, on fait déjà chauffer, de sorte qu'on peut former une petite croûte au niveau déjà des protéines. Alors, quand on fait cette croûte-là, vous allez voir que pendant la cuisson, il y a moins de minéraux qui sortent. Parce que la croûte est formée. Il y a moins de comme un bouclier. Voilà, donc ça sort moins. Donc, malgré ça, lorsqu'il y a un lessivage, que les minéraux sortent, qui sont tous dans le jus, il est intéressant de boire le bouillon, le jus, la sauce là. Il est intéressant de boire cette sauce là parce que nous rattrapons ce qui est lessivé, ce qui est sorti des minéraux ou bien de la viande, nous rattrapons ça dans la sauce. Donc, alors, lorsque nous rattrapons, nous faisons rentrer les minéraux, mais plus aussi, le volume d'eau que nous buvons nous permet d'atteindre un état de satiété sans faire rentrer moins d'énergie. En tout cas, moi, c'est la stratégie que moi j'ai et que moi je conseille à plutôt pour les personnes qui font un diabète, qui ont un souci de gérer leur glycémie. Comment est-ce que gérer la glycémie? Il faut faire rentrer beaucoup d'eau et réduire le taux d'aliments riches en sucre. Voilà. Alors, tout ceci a pour but de préserver la santé. Je prolonge un peu ma question sur le fait que chaque organisme est particulier. Et selon qu'on soit une femme, un homme ou un enfant, il y a des apports bien spécifiques. Alors, pour ces trois entités-là, comment organiser ces repas en fonction des cuissons? Pour un enfant, le soir, lui donner du cru, est-ce que ça ne lui retire pas de l'énergie dont il a besoin ou voilà, pour une femme ou pour un homme? Comment s'orienter? Bon, les enfants dépensent beaucoup d'énergie. Donc, chez les enfants, bon, on ne craint pas l'apport de l'énergie. C'est plutôt chez les personnes âgées qui dépensent moins d'énergie, alors que cette stratégie est bien donnée, est bien faite pour les enfants, pour les personnes âgées. Sinon, pour les enfants, il faut leur apporter de l'énergie parce qu'ils sont tout le temps en train de bouger, ils dépensent beaucoup d'énergie. Donc, chez eux, la cuisson, même si c'est sur les grilles, ou bien si c'est à l'étouffée, ou bien à la vapeur, chez les enfants, ça passe bien. Il n'y a pas de souci. Pour la femme qui a besoin de nutriments pour supporter une grossesse, l'un ou l'autre. Parce que, comme j'ai dit, d'un autre côté, on le fera à la vapeur pour maximiser les minéraux. Et de l'autre côté, certes, il y aura des pertes, mais on peut rattraper ces différents minéraux dans l'eau de cuisson, dans ce que nous appelons la sauce. Donc, en faisant ceci, alors, elle va rattraper ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les minéraux. Alors, nous partons au marché, puisque nous avons besoin de victuailles dans notre assiette. Comment faire le choix des légumes, justement, et adapter leur cuisson? Alors, il faut dire que au niveau des nutriments, des vitamines, on assiste déjà à une perte, avant même la cuisson, on assiste déjà à une perte des minéraux, des vitamines avant même la cuisson. C'est pourquoi il est intéressant de savoir... Comment ça intervient? C'est dû au temps de conservation ou bien au temps depuis la cueillette jusqu'à l'utilisation
des différents légumes que nous avons. Vous n'allez pas aller au marché, aller ramasser des vieilles tomates ou bien des vieux gombos qui ont duré 2 semaines, 3. Donc il y a un problème de, je sais pas si c'est de fraîcheur. Voilà, merci beaucoup le mot, de fraîcheur. Donc il faudra que vous teniez compte de la fraîcheur des légumes que vous utilisez, parce que plus des légumes, plus des légumes comme des fruits aussi durs sur le marché, plus on assiste à une dégradation. Et le premier élément qui se dégrade le plus vite, c'est la vitamine C qui se détruit le plus rapidement. Donc, tenez compte de la fraîcheur, tenez compte de l'état. Il y a certains légumes, lorsqu'on voit, c'est bien brillant. Ça brille, ça témoigne un peu de leur fraîcheur, ça témoigne un peu de leur qualité. Alors que lorsque vous voyez déjà la qualité, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments déjà avec... Justement, comment arriver à détecter la fraîcheur d'un élément? Parce que même des fois, dans des grandes surfaces, puisque c'est réfrigéré, on a l'impression que tout de suite c'est frais, pourtant ça date d'un bon moment. Hein. Comment opter pour le bon choix des aliments lors de notre Généralement, il y a d'abord le premier élément, c'est la fermeté du produit. Voilà, la fermeté du produit. Mais malgré souvent que c'est conservé, souvent quand vous sortez, vous trouvez, vous savez que voilà, l'élément fait sa fermeté. Ça, c'est le premier d'abord, le premier élément, avoir la fermeté. Après, maintenant, on peut apporter un peu, sentir un peu l'odeur. Est-ce que voilà, le produit... Est-ce que les effluves sont apparentes? Est-ce que ce produit-là, il a encore le parfum, son parfum en temps d'origine, est-ce qu'il a... Parce que plus un produit dure sur le marché, plus il perd un peu ses différentes qualités. Voilà, nous ne mangeons pas comme ça, on mange parce qu'au cours du repas, il y a la flaveur, il y a ces qualités organoleptiques que nous voulons avoir dans le produit. Donc, d'abord, si vous n'avez pas ces différentes qualités organoleptiques déjà à l'achat, ce n'est pas pendant que vous allez préparer que vous aurez ces différents produits. Donc, c'est primordial de savoir faire un choix. Ne choisissez pas les vieux produits. Et alors, on dira aussi aux producteurs de trouver les différents moyens d'acheminer rapidement leur production. Parce que plus un élément dure sur le champ ou bien pendant le transport, alors on assiste à une perte d'éléments minéraux. Alors, j'avais un joli tableau dans le fond, là, avec plusieurs légumes. Donc, dites-nous ici, docteur, depuis la cueillette jusqu'à l'assiette, quel temps approximatif pourrons-nous avoir pour pouvoir avoir une bonne conservation de tous les nutriments dans les légumes? Et si on peut les citer, lesquels légumes? Il est un peu difficile de fixer. Ce que nous savons, c'est que généralement, pour la vitamine C, on se dit par exemple que chaque 3 jours, la vitamine C se perd de moitié. Vous voyez un peu. Donc si par exemple vous cueillez des oranges, les oranges doivent, ou bien les légumes qui doivent faire 2 semaines en brousse avant d'arriver en ville, vous voyez un peu ce qui est compliqué. Donc finalement on ne mange rien. Hein. Si on attend tout ce temps-là, finalement on n'apporte rien de grand. C'est pourquoi nous devons tous œuvrer pour faire acheminer rapidement le produit après cueillette. Parce que lorsque le produit est cueilli, alors directement, c'est un processus qui est mis, un processus de dégradation qui est mis en place. Donc nous devons plus acheminer. Si nous avons moins d'une semaine à obtenir le produit après cueillette, mais la meilleure manière, c'est pour maximiser les minéraux, c'est cueillir et puis manger. Ça, c'est là. Lorsqu'on cueille, on mange, ça, c'est le plus rapide. Voilà. On va finir par faire des potagers des champs dans notre domicile. Derrière la maison, on verra un petit jardin. Voilà. Mais en fait, j'insiste parce que ce serait intéressant qu'on puisse trouver un moyen pour acheminer rapidement nos productions depuis les champs. Justement, en termes de moyens palliatifs pour la conservation, l'acheminement des éléments, est-ce que les camions frigorifiés, par exemple, ça conserve tout? Ça, c'est la meilleure manière, mais il faut voir le coût. Voilà, c'est une valeur ajoutée en même temps, puisque ça nous permet véritablement d'être en bonne santé, donc de vivre longtemps, donc de produire en même temps, tout a une incidence. C'est pour ça que les légumes en supermarché coûtent plus cher qu'au marché. Voilà, c'est un peu ça. C'est la différence. Ça veut dire qu'on dirait par exemple... Si on veut être en bonne santé, c'est le supermarché. Ah oui. Je dis... Vous lapidez au marché? Il dit c'est pour cela que les produits en supermarché coûtent plus cher que le produit au marché, parce qu'on dira que le produit est mieux conservé en supermarché au marché, parce que au marché, le produit est directement exposé au soleil, à l'air, et tous ces différents minéraux œuvrent à dégrader le produit qu'un produit qui est en supermarché, qui est conservé à une certaine température.
Voilà. Si on fait une étude comparative d'un produit qui est exposé au marché et puis un produit qui est exposé au supermarché, on verra qu'il y a plus d'éléments minéraux. La conservation est mieux faite en supermarché que ce que nous avons sur nos marchés. En tout cas, c'est une grande problématique qui est soumise ici à la dextérité des personnes du secteur pour pouvoir trouver une solution idoine. Alors, parlons toujours de cuisson. On a tendance à avoir sur nos tables plusieurs mixages de cuisson. On peut démarrer par la friture et après finir par de l'eau. Est-ce que c'est indiqué de faire comme ça les choses? On peut commencer par frire du poisson ou frire de la viande et puis c'est dans la même huile de friture là qu'on continue à mettre de l'eau et puis on a une soupe. Ça fait 2 cuissons, non? Ah oui, mais moi, il y a toujours dit ici que... Je dis que généralement, pour ce que nous avons comme nos soupes, nos sauces, je souhaite qu'on n'y ajoute pas de l'huile. Parce que nous connaissons tous l'impact de l'huile. L'huile, c'est de l'énergie. Alors, faisons des cuissons où on réduit au maximum l'huile dans nos soupes et dans nos sauces. Il y a toujours dit que la place de l'huile, c'est dans les aliments riches en amidon, c'est dans les féculents et dans les céréales. Donc, réduisons au maximum l'huile dans nos cuissons, dans nos préparations. Voilà. Je n'ai pas dit interdire l'huile, mais dans nos sauces, il n'est pas conseillé de mettre de l'huile, puisque généralement, nos poissons, nos protéines contiennent déjà de la matière grasse. Donc, lorsqu'on va faire cuire des légumes, qu'on va utiliser l'huile et la même huile, on va utiliser pour être préparée dans la sauce, vous allez voir que cette sauce sera grasse. Cette sauce sera grasse. Donc, il est intéressant d'éviter l'huile dans la sauce, plutôt de mettre de l'autre côté, au niveau du riz ou bien des céréales comme de l'amidon. Maintenant, pour revenir à votre question, lorsque, par exemple, si on a fait chauffer de la viande ou bien du poisson, par exemple, dans une marmite ou bien dans une poêle pour durcir la surface, comme je vous ai dit, l'avantage, c'est que cette protéine, cette viande sera plus sucreuse, plus intéressante au goût, plutôt que celui qui a été cuit directement à l'eau. Parce qu'au cours du chauffage, vous allez voir que la croûte formée à la surface de la viande permet de conserver plus les minéraux. Il y a moins de lessivage que de l'autre côté. C'est pour ça les aliments en barbecue ont plus la cote que ceux dans les sauces. Voilà, voici un peu. Donc, c'est une manière de conserver un peu ces différents minéraux ou bien donner plus d'arômes, de qualité organoleptique plutôt que celui qui a été cuit à l'eau. Et justement, docteur, cuite des aliments préparés sur le grill, des barbecues au charbon, par exemple, est-ce qu'on garde à l'intérieur tous les minéraux? Est-ce qu'on ne dégrade pas ici, par cette cuisson-là, les nutriments très importants pour notre santé? Alors, du fait que ces aliments sont cuits à la température élevée, comme je l'ai toujours dit, on assiste à une perte. La vitamine C est détruite. Il y a aussi la vitamine B, les vitamines B. Donc, c'est l'effet de la température. Quels que soient les modes de cuisson, alors c'est l'effet de la température. Donc, plus un aliment est cuit pendant longtemps, il y a plusieurs facteurs et entrent dans la gestion de la cuisson. C'est-à-dire que plus un aliment est cuit longtemps, plus on assiste à une dégradation plus élevée. Plus un aliment est cuit à haute température, plus on assiste aussi à... Mais au niveau de la cuisson au grill ou bien au charbon, alors, il faudra que des recherches soient faites pour savoir le contact que nous avons, le contact de l'aliment avec l'élément chauffant. Il faudra qu'on puisse voir, est-ce qu'il n'y a pas un impact? Il n'y a pas un transfert? Oui, il n'y a pas un transfert d'éléments que je pourrais dire, par exemple, d'éléments toxiques. Et généralement, lorsque je passe, je vois un peu ces cuissons qu'on fait, des choukouillas par-ci, par-là, ou bien au barbecue, ou bien à la poêle, ou bien... L'élément qui me passe en tête en tant que chercheur, c'est de savoir, lorsque le contact est établi entre l'aliment que nous mangeons et puis l'élément chauffant, est-ce qu'il n'y a pas un élément, il n'y a pas un contact, le contact est établi, est-ce qu'il n'y a pas un transfert? Alors, chaque fois, je me pose toujours cette question-là. Est-ce que nous devons faire de la recherche pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a des choses qui sont déjà établies. Par exemple, nous savons que la cuisson au charbon de bois, il peut se révéler un peu toxique dans la mesure où l'essence des bois, les éléments, il existe certains éléments toxiques dans le charbon qui... Dans la fabrication, même le procédé de fabrication du charbon pour l'obtenir. Mais il y a l'élément, le bois lui-même. Il y a l'élément, le bois lui-même qui contient des substances toxiques qui, lorsque certaines personnes cuisent directement au village, on a tout fait. On prend par exemple l'igname, la banane, on met sur le charbon, on met la viande effectivement. Sur le bois. En tant que chercheur, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments
il y a toujours un impact. Mais il faudra qu'on puisse matérialiser, quantifier ou bien déterminer la qualité des éléments qui sont transférés depuis l'élément chauffant, le cuiseur, et à l'élément. Il faut qu'on puisse savoir. Parce que souvent, nous avons souvent des cas de cancer où on ne connaît pas l'origine. Alors que tout ce qui est toxique a un impact sur la santé. Donc, c'est pour cela, souvent, avant de fabriquer un élément chauffant ou bien avant de mettre sur le marché un élément chauffant, il faudra qu'on puisse, pendant des années, étudier l'impact. Vous voyez un peu l'impact, c'est-à-dire que lorsqu'on a mis un aliment, il y a eu généralement une publicité qui dit qu'on pourrait faire une plaque chauffante comme ça. Oui, on a de plus en plus d'ustensiles de cuisine qui, dans la démarche marketing, qui prônent le fait qu'il n'y a pas de transfert et que c'est l'aliment même qui s'auto-cuit à la limite, c'est juste le métal ou le matériau utilisé qui créerait seulement que de la chaleur. Bon, ça c'est ce qu'ils ont dit, Bon, ah bon, je pense que ça passe par des contrôles qualité pour pouvoir les diffuser sur le marché. Moi, je le dis sincèrement, chaque fois que je passe, que je vois un aliment en train d'être cuit sur le charbon, sur par exemple, on a des barriques là, des Aoussa là, ils font le choukouya. Oui. Comme ça là, on voit un peu. Il a lieu de vérifier, ou bien par exemple, directement le contact du feu, directement. Alors, il a lieu de mener une étude pour savoir un peu quel est l'impact. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord la qualité de l'élément qui est transféré et la quantité. Parce qu'il faut trouver la qualité puis la quantité pour vérifier. Est-ce que ça peut impacter sur la santé? Voilà. Alors, docteur, par exemple, toujours restons sur le sujet des cuissons et de différentes températures pour chaque élément. On a sur nos tables, des fois, plusieurs repas en même temps. Oui. On a, par exemple, la sauce, on a le repas cru, à savoir les salades et autres, et puis on a les repas frits. Et tout ceci est mélangé dans le même organisme. Est-ce que c'est indiqué de manger comme ça? Apparemment, ça. Parce qu'on a l'entrée, le plat de résistance, des fois même le dessert encore qui peut être un glaçage qui forcément n'est pas cuit ou bien qui passe au four à travers un gâteau et tout. On a toute forme de cuisson pour un seul repas. Généralement, depuis des années, ça a toujours été comme ça. C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ce que nous faisons. Si nous faisons, c'est que apparemment, il n'y a pas grand danger dans la mesure où nos parents ont observé, ou bien nos anciens ont observé que ce sont les aliments qui n'arrivent pas à être digérés qui sont cuits. Voilà. Ce sont les aliments, ceux qu'on peut digérer, on peut les manger directement crus, comme par exemple les salades, bien les légumes, qu'on peut manger directement crus. Et ce que nous subissons, nous faisons subir l'effet de la température, c'est pour que la température, plus les gens, encore plus digestes. Voilà, donc manger un aliment qui est cru et puis après manger un aliment qui est cru, il n'a pas d'impact. Au contraire, les aliments qui sont cuits sont amenés à la température pour les rendre plus digestes. Voilà, donc ceux qui sont mangés crus, il est intéressant de les manger crus, mais il y a toujours insisté qu'au niveau des légumes, il est intéressant si vous voulez manger des légumes crus, il faudra qu'il y ait toujours un apport on appelle, je ne dis pas, les vinaigrettes. La sauce voilà, à côté. apporter, voilà, parce qu'il faut savoir bien nettoyer. Si c'est du permanganate ou bien du javel, vous les nettoyez bien parce que ça dépend de la source, où est-ce qu'on a pris le produit, quels sont les contacts qui ont eu lieu avant que ça soit sur la table. Et même si vous avez nettoyé avec du javel ou bien du permanganate, il faudra qu'au dernier moment, on apporte du vinaigre. Parce que souvent, il y a quelques bactéries résiduelles sur ces différentes crudités-là qu'il faut essayer de neutraliser. Et le rôle du vinaigre, il joue deux rôles. Celui d'abord de jouer un peu sur le goût, mais l'élément clé, le point clé du vinaigre, c'est que l'acide acétique du vinaigre vient neutraliser les quelques bactéries éventuelles sur ces différentes crudités. Donc, il faudra apporter. Et lorsqu'on met, par exemple, les vinaigrettes sur les légumes, assurez-vous que vous avez bien mélangé et que l'acide a tout. Voilà, parce que vous pouvez choper une petite bactérie qui a été à l'extrême d'un légume si vous n'avez pas bien mélangé. Vous pouvez choper une bactérie, une salmonelle, et puis après, aller faire des diarrhées sans savoir de quoi il s'agit, mais parce que vous n'avez pas bien mélangé vos légumes. Ce sont des petits détails souvent qui nous échappent. Ben oui, voilà. Comme on le dit, le diable se trouve dans le détail. Merci infiniment, docteur Anvo, pour cette instruction sur les différentes formes de cuisson selon les aliments. On espère que vous avez pris bonne note pour pouvoir avoir des aliments sains à bonne cuisson.
On se retrouve la semaine prochaine avec grand bonheur. Et nous, on part pour poursuivre notre dernière ligne de ce jour, à savoir la santé. Nous sommes jeudi. Nous avons donc l'insigne honneur de recevoir pour vous le professeur Diabaté Aboubakar Sidiki, qui nous parlera de l'imagerie au cœur des soins. On sait qu'il y a plusieurs techniques pour pouvoir pallier à des difficultés, à des pathologies, au nombre desquelles l'imagerie. Il va nous faire découvrir cette science, ses avancées et surtout son importance. Bonjour professeur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Alors, on parle d'imagerie médicale. Déjà pour tout le monde, qu'est-ce que c'est que l'imagerie médicale? Pour faire simple, on va dire que l'imagerie médicale, ça va être toutes les techniques médicales qui vont permettre de voir à l'intérieur du corps humain sans avoir à l'ouvrir. Donc, on peut citer la première d'entre elles qui est la radiographie, qui est la première technique qui a été inventée. Ensuite, il y a l'échographie, il y a le scanner, il y a l'imagerie médicale. Il y a des techniques un peu plus poussées comme la scintigraphie ou même ce qu'on peut appeler le PET scanner, qui vont être des techniques d'imagerie médicale qu'on va coupler à de l'imagerie moléculaire. Alors, dans le développement des différentes méthodes pour prendre soin des malades, on a l'imagerie médicale. Elle intervient généralement à quel moment dans l'histoire? Parlons d'histoire. L'imagerie médicale est aujourd'hui au cœur de la santé. Pour faire simple, l'imagerie médicale intervient dès la conception, donc dès la vie anténatale. L'imagerie médicale va être la première méthode qui va permettre de voir un embryon. Ensuite, on va suivre la personne tout le long de sa vie. L'imagerie médicale intervient dans le dépistage, dans le diagnostic, dans le traitement, dans l'évaluation du traitement et même post-mortem dans l'autopsie. Et donc, aujourd'hui, l'imagerie médicale est véritablement au centre de la pratique médicale moderne. Vous direz que c'est une science entière? C'est une science entière qui est au carrefour de toutes les disciplines médicales. Et maintenant, l'imagerie médicale elle-même comporte des sous-spécialités. On pourra citer la radiopédiatrie, la neuroradiologie, l'imagerie cardiovasculaire, l'imagerie ostéo-articulaire, l'imagerie interventionnelle, dont on pourra parler tout à l'heure. Et donc, nous sommes véritablement au centre de la pratique médicale, car il s'agit de faire le diagnostic le plus rapidement possible, au coût le plus bas possible, de la façon la moins irradiante possible. Et c'est ce meilleur diagnostic, c'est ce bon diagnostic qui va permettre de prendre en charge le malade, de faire la thérapeutique adaptée et donc de guérir le malade plus vite, de lui faire gagner de la chance. Alors, après cette belle définition, on a envie de se demander à quel moment de notre histoire ou de l'avancée même de la médecine, l'imagerie médicale est apparue? L'imagerie médicale est apparue vers 1906 par la découverte des rayons X, la radiographie, la célèbre radiographie de la main de Röntgen, d'où le nom de radiologie, qui est resté pendant longtemps le terme générique désignant cette spécialité. Ensuite, dans les années 1960, sont apparues l'échographie, puis l'imagerie médicale, qui sont, elles, des techniques d'imagerie en coupe. Mais globalement, dans les dernières 20 ans, l'apparition de l'informatique et le couplage de l'imagerie à l'informatique avec la digitalisation a révolutionné totalement cette technique. On est passé de techniques analogiques à des techniques numériques. Et à la télévision, vous êtes bien placé pour comprendre l'avantage du numérique. Ben oui. Numériser, ça veut dire que les images peuvent être stockées, exportées, interprétées à distance, voire comparées les unes aux autres. Et bientôt, du fait de l'intelligence artificielle, l'ordinateur pourra apporter à l'homme une aide au diagnostic et à la décision. Alors, pour vraiment toucher du doigt l'importance et sinon l'avancée de cette science-là, on va parler d'abord de l'imagerie dans ses premières années. Comment elle se déclinait pour en arriver à ce que l'on a maintenant? Dans ces premières années, on va dire, quand nous étions jeunes radiologues dans les années 90, il s'agissait essentiellement de radiographie,
donc de techniques utilisant des rayons X. Par définition, les rayons X sont dangereux pour la santé. Il s'agissait donc de techniques qu'on ne pouvait pas répéter à l'infini. Il fallait se protéger, il y avait des risques importants d'irradiation. C'était des techniques qui étaient limitées dans le fait qu'il y avait beaucoup de superpositions et il s'agissait essentiellement d'interprétation d'images indirectes. On faisait des radiographies, on voyait s'il y avait une fracture, on pouvait faire ingérer des produits qu'on appelle les produits de contraste aux patients. Globalement, on avait de l'imagerie indirecte et on était peu performant. Ensuite sont apparues l'échographie qui va utiliser des ultrasons et qui va nous permettre d'explorer de façon non invasive, non irradiante, donc de façon répétitive. Donc on peut réaliser cette technique chez les enfants, chez les femmes enceintes, on peut la réaliser à l'infini, il n'y a aucun risque pour le malade, il n'y a aucun risque pour le médecin. À l'échographie va s'ajouter le scanner qui va utiliser des rayons X, mais qui va être de l'imagerie en coupe, qui va donc permettre de visualiser de façon beaucoup plus fine les organes. Et à ce moment, il va s'agir d'une véritable révolution médicale, puisque le scanner va englober tous les aspects de la médecine. Alors, vous avez parlé de révolution. C'est sûr qu'il y a eu du progrès depuis les premières années d'utilisation, sinon d'intervention de l'imagerie. Aujourd'hui, dites-nous les disciplines vraiment premières ou principales où l'imagerie intervient avec des résultats probants. Alors, on va faire simple. Toujours. Toutes les disciplines, aujourd'hui, du point de vue médical, sont concernées par l'imagerie. On a parlé de l'obstétrique. L'échographie va permettre de surveiller l'évolution du fœtus, va dire s'il s'agit d'une grossesse gémellaire, si le fœtus évolue bien. Classiquement, on s'intéresse au sexe, mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est véritablement de faire un diagnostic anténatal, de rechercher des malformations, de faire un pronostic de l'accouchement, dire que l'accouchement peut bien se passer parce que le fœtus est bien placé, parce que le placenta est bien placé, parce que le cordon n'est pas inséré. Donc ça, déjà, dès la conception, l'imagerie intervient. Ensuite, l'imagerie va intervenir dans le dépistage. Les femmes savent bien qu'en octobre, octobre rose, c'est le mois du dépistage du cancer du sein. L'imagerie médicale, notamment la mammographie, va être la technique de référence pour rechercher des cancers du sein chez des patientes qui n'ont pas de manifestations cliniques. Donc, nous intervenons dans le dépistage, ensuite, nous intervenons dans le diagnostic. Dans le diagnostic, on va prendre, par exemple, la traumatologie. Vous avez un accident, vous arrivez dans un hôpital, l'imagerie va permettre de dire exactement si vous avez des lésions, si ces lésions peuvent mettre en jeu votre pronostic vital, si ces lésions nécessitent une intervention chirurgicale. Si vous avez, par exemple, une fracture hépatique, la question, ce n'est pas seulement de savoir si vous avez une fracture hépatique. La question que le chirurgien va poser, c'est 1, est-ce que le malade saigne? 2, est-ce qu'il continue à saigner? Et l'imagerie va apporter une réponse satisfaisante. Maintenant, on parle même de body scanner, où on fait des scanners corps entier, de la tête aux pieds, de façon à ce qu'en quelques minutes, on ait un bilan lésionnel exact. Donc, l'imagerie intervient dans le diagnostic. L'imagerie intervient également dans les cancers, diagnostic du cancer. Ensuite, diagnostic du traitement du cancer. On va surveiller l'évolution des tumeurs. On va surveiller la récidive. Et l'imagerie intervient enfin dans le traitement avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'imagerie interventionnelle, où on va véritablement aller faire des traitements. Il peut s'agir de faire, par exemple, une radiofréquence qui va consister à aller griller une tumeur. Et donc, nous sommes à toutes les étapes. Enfin, nous intervenons en imagerie médico-légale lorsqu'il y a des décès, malheureusement, et qu'on ne peut pas faire une autopsie dans le cas de brûlure, dans le cas de noyade. L'imagerie va intervenir, faire une autopsie virtuelle. Nous intervenons à toutes les étapes de la médecine aujourd'hui. En tout cas, c'est une science transversale qui est au cœur des soins. Justement, vous avez parlé de prévention, de diagnostic et de traitement. Aujourd'hui, vous qui êtes professeur d'imagerie en tant que tel, pouvez-vous nous parler des progrès qu'on peut obtenir à partir de cette science-là en matière
on va dire, de satisfaction de guérison. Véritablement, chaque patient qui vient à l'hôpital a besoin d'un diagnostic le plus précis, le plus précoce pour gagner une chance de survie. Si on prend par exemple les cancers, on sait qu'un cancer double de taille tous les 6 mois. Une femme qui arrive à l'hôpital, qui a un cancer qui fait 1 cm, si on rate le cancer, 6 mois après, il est à 2 cm, 1 an après, il est à 4 cm, 18 mois après, il serait à 8 cm. La femme perd de la chance parce qu'à partir de ce moment, on ne pourra plus la sauver. L'imagerie va permettre de faire le diagnostic à un stade préclinique, au moment où le patient ou la patiente n'a aucune manifestation de la maladie. En ce moment, la maladie est totalement extirpable et guérissable. L'imagerie permet donc de faire gagner de la chance aux patients. Donc tout de suite, j'ai envie de vous poser la question de savoir à quel moment l'imagerie intervient par rapport aux autres disciplines médicales. Parce qu'il y a d'autres corps de métier. Le médecin se dira, je suis en capacité de pouvoir soigner mon malade. Le gynécologue, l'obstétricien, le neurologue. Mais à quel moment on fait intervenir l'imagerie pour pouvoir avoir beaucoup plus de chance? Alors, vous avez dit que l'imagerie est une discipline transversale. Et dans le cadre de la collaboration multidisciplinaire, l'imageur, donc le médecin spécialiste en imagerie médicale, intervient en général à la suite de la requête d'un de ses collègues. Lorsque vous allez voir un médecin, à la suite de la discussion qu'il a avec vous et des diagnostics qu'il envisage, il va vous demander un acte d'imagerie. En ce moment, vous vous rendez dans un service d'imagerie et le médecin spécialiste en imagerie médicale va adapter la demande de son collègue à votre cas, va choisir éventuellement la meilleure méthode d'imagerie en ayant en tête qu'il faut avoir le meilleur diagnostic au coût le plus bas et de la façon la moins nocive pour le patient. En ce moment, va s'engager un dialogue entre les deux médecins pour trouver une solution la meilleure à votre problème de façon à ce que vous ayez le plus de chances et que la maladie soit vaincue ou en tout cas au moins contrôlée. Alors, son expertise, hein, on va dire, se dirige vers l'homme en général, n'est-ce pas? Ou oui. Il y a d'autres êtres vivants qui passent aussi à l'imagerie? Ah, bien sûr, il y a même de l'imagerie vétérinaire. Bien. Et tous les animaux peuvent faire l'objet d'actes vétérinaires. C'est vrai que dans notre pratique, il n'y a pas beaucoup de demandes en imagerie vétérinaire, mais disons que ce sont des techniques qui sont tout à fait applicables aux animaux et de façon même on peut élargir. Les techniques de rayons X sont utilisées dans les aéroports également pour voir les valises. Ils peuvent être utilisés en soudure, ainsi de suite. Donc même dans le milieu industriel, ce sont des techniques qui peuvent être utilisées. Et donc dans le milieu vétérinaire, effectivement, il y a des techniques d'imagerie et il y a même des radiologues vétérinaires, même si dans notre pratique, ce n'est pas encore répandu. En tout cas, l'imagerie a un large spectre d'intervention. Ça, c'est clair. Alors, on va peut-être se focaliser sur les hommes et savoir, avec tout ce que vous nous dites là, franchement, ça fait plaisir. Mais il n'y a pas de risque sur l'homme en tant que tel à subir des actes d'imagerie. Il y a des avantages, certes, mais il n'y a que des avantages, pas d'inconvénients. Alors, on va serrer les techniques. Quand il s'agit de l'échographie, il n'y a aucun risque. Lorsqu'il s'agit de l'IRM, qui est une technique qui va utiliser un aimant puissant, il n'y a pas de risque d'irradiation. Par contre, il y a un risque lié à l'usage de l'aimant. Donc, si vous avez des implants magnétiques qui peuvent bouger, en ce moment, ça va poser un problème. Mais si vous n'avez pas dans le corps d'implants magnétiques, l'IRM ne pose pas de problème. Quand il va s'agir des techniques utilisant la radio, les rayons X, donc la radiographie, et le scanner, en ce moment, il y a une irradiation qui va faire l'objet d'une radioprotection qui vise à la fois le personnel, qui va donc être soit isolé, soit porté des tabliers, mais qui va viser également les malades, notamment les enfants et les femmes. Donc, on va vous mettre des tabliers. Dans tous les cas, la pratique va viser à vous irradier le moins possible et de la façon la moins répétitive possible. Et il y a des surveillances de doses qui sont faites
Et en général, l'irradiation qui est faite pour les malades est faible. Pour le personnel, il y a une surveillance dont on dit qu'elle est dosimétrique. Ils mettent un appareil et tous les mois, ils font l'objet d'une surveillance dosimétrique, d'une surveillance médicale avec, dans la législation en Côte d'Ivoire, des apports nutritifs de façon à ce qu'il n'y ait pas de maladie du fait de l'irradiation. Sinon, l'irradiation massive, effectivement, pourrait provoquer des cancers chez des personnels qui ne prendraient pas toutes les dispositions ou qui travailleraient dans des conditions où toutes ces dispositions ne seraient pas réunies. Donc, il y a une haute autorité en Côte d'Ivoire qui est chargée de veiller à ce que tous les personnels qui travaillent sous rayon X fassent l'objet d'une radioprotection. Alors, c'est dire que tout le monde n'est pas candidat à l'imagerie. Toute personne ne peut pas être candidate à l'imagerie. Il faut un préalable. Toute personne ne devrait pas faire tout type d'imagerie. Très bien. Une femme enceinte ne devrait pas, sauf nécessité vitale absolue, faire l'objet d'une irradiation. Parce que les rayons X ont un effet nocif sur les fœtus et peuvent entraîner des mutations et des malformations. Une femme enceinte, une petite fille, un enfant doivent faire l'objet d'une irradiation vraiment restreinte. Si le pronostic vital de la patiente est engagé et qu'on n'a pas d'autre choix, on va soit recourir à des techniques moins nocives, soit, si on n'a pas le choix en ce moment, recourir à l'irradiation. Dans tous les cas, le principe de base, c'est d'irradier le moins possible. C'est clair, pour pouvoir préserver la santé humaine. Dans un cas où on a une maladie qui doit passer par des examens et que le candidat n'est pas apte, quelle est l'alternative? Est-ce qu'il y a une alternative pour lui? Bon, en principe... Ou bien on retourne à la médecine ancienne? Non, en principe, à ce jour, cette éventualité ne peut pas se poser parce que même pour des techniques comme le scanner ou l'IRM, si le patient est agité ou est dans le coma, on peut même faire des examens sous anesthésie. Donc, dans une technique comme l'IRM, où il y a un tunnel, où on a des patients qui sont claustrophobes, on peut recourir à une anesthésie générale. Et donc, cette éventualité, pour moi, n'existe quasiment pas. Quel que soit le patient, quel que soit son état, à moins qu'il ne soit pas, à moins qu'il refuse, on va être capable de faire de l'imagerie. Tout à fait. En tout cas, ça donne beaucoup d'espoir quant à l'avancée de la science et de la médecine pour le règlement de pathologies. On a essayé de vous poser la question à vous, chers téléspectateurs. Que pensez-vous de l'imagerie médicale? Vos réactions ici au micro de Pascaline Kwame. L'imagerie médicale permet de poser des bons diagnostics. J'ai ma fille qui présentait des symptômes que nous, on aurait pu appeler des symptômes d'accès palus. Et on a, dans un premier temps, essayé de parer à ça. Mais on s'est rendu compte que le mal persistait encore. Donc, arrivé en clinique, le pédiatre a simplement dit, bon, c'est bien, vous avez décrit ce que votre enfant a, c'était ma fille. Mais maintenant, il faut aller plus loin, il faut faire des recherches. Et c'est ainsi qu'on nous a demandé de faire un examen de sang. Mais lorsque le résultat de l'examen de sang est venu, on a vu que ce n'était même pas une affaire d'accès palus, mais elle avait une infection. Quand vous souffrez d'un mal et que vous vous rendez à l'hôpital, on vous demande de faire un scanner, soit une radio, pour voir de quoi vous souffrez. C'est vraiment important. Plus tôt la maladie est détectée, plus on y trouve des solutions. Étant victime même d'un AVC, il y a de cela 5 ans, 6 ans, il a fallu qu'on fasse l'imagerie pour que le docteur puisse déceler ce que j'avais exactement. C'était, je pense, une IRM, un scanner cérébral. Et puis, mais le petit hit dans la chose, c'est que c'est un peu cher. En fait, ça aide plus le médecin à être clair au niveau de la maladie que le patient vient présenter. Au moins, ça aide et puis bon, c'est encore plus rassurant, quoi. On n'a pas à tourner. Et voilà, ici, les réactions de nos différents intervenants. Professeur, votre commentaire. Il y a une bonne connaissance de l'imagerie? Je suis particulièrement satisfait de ce commentaire. Je suis même un peu étonné parce qu'en quelques minutes, on a fait le tour des spécialités.
On a parlé d'IRM et de scanners pour l'AVC. Franchement, je suis impressionné. En même temps, ça montre que les populations comprennent l'importance de l'imagerie et le problème a été posé du coût. Tout à fait. On va faire simple. Une technique comme l'IRM, le coût à l'achat de l'équipement, c'est 1 milliard de francs CFA. La maintenance mensuelle, on va dire 6 millions à 7 millions de francs CFA. Un scanner, c'est 250 millions de francs CFA. Et en plus, il y a les consommables, ainsi de suite. Donc, ce sont des techniques qui coûtent cher à l'acquisition, qui nécessitent une maintenance, qui nécessitent une durée de formation pour les spécialistes longue et coûteuse, qui nécessitent un maintien des connaissances qui est également coûteux, parce qu'il faut acheter des livres, il faut faire des formations, il faut aller à des séminaires. Et donc, tout ça mis l'un dans l'autre, il y a un coût. Je ne dirais pas que c'est cher, mais il y a un coût qui apporte le bénéfice que, et ça, il y a un des intervenants qui l'a dit, quand on fait un diagnostic tôt, on a de fortes chances de s'en sortir. Et vous direz que le coût il est accessible par rapport à la population ici. Et est-ce que par rapport au plateau technique, on est dans de bonnes dispositions, on peut être rassuré? Alors, par rapport au plateau technique, je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, n'a rien à envier globalement en termes de disponibilité, en tout cas au moins sur la ville d'Abidjan. Il y a un programme gouvernemental qui est en cours et qui vise à installer un certain nombre d'équipements à l'intérieur du pays. Et donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des IRM à haut champ qui sont le haut de la technologie en matière d'imagerie médicale. Nous avons des scanners, nous avons des radiographies, nous avons du personnel formé et nous avons une école de formation des radiologues qui est l'école qui a formé tous les radiologues d'Afrique francophone. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à nos maîtres, en l'occurrence le professeur André Théodore Djedje, qui a créé l'école de radiologie d'Abidjan. Donc nous avons du personnel de bonne qualité, nous avons des radiologues ivoiriens de très bonne qualité, et les équipements arrivent. Je pense que tout va dans la bonne direction, il y a beaucoup encore à faire, et je pense que les choses se mettent en place progressivement. Merci infiniment, professeur Diabaté Aboubakar Sidiki, professeur titulaire d'imagerie médicale, président de la Société ivoirienne d'imagerie médicale. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous faire, en tout cas, connaître davantage cette science qui a de bons résultats dans le domaine de la santé. On espère que voilà, le déploiement décentralisé de tout le matériel se fera très rapidement pour que toutes les populations puissent bénéficier de cette nouvelle science qui donne de bons résultats. Merci à vous, chers téléspectateurs, et restez en notre compagnie. On se reverra demain pour terminer ce mois de janvier pour la matinale.